Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, puisque c'est une émission de l'Union pacifiste, on va parler de pacifisme. D'autant plus que le pacifisme aujourd'hui n'est pas très bien vu. Et il y a même, on pourrait même donner le titre « Est-ce qu'on peut encore oser être pacifiste ?» Alors, je suis aujourd'hui avec Édith Boulanger. Bonjour Édith. Bonjour. Et avec Yves Gallas du Mouvement de la Paix. Bonjour. Et là, c'est important qu'on se réunisse, n'est-ce pas, pour, entre pacifistes, qu'on se serre les coudes, étant donné que c'est un peu compliqué. Alors, bon, le Mouvement de la Paix, tout le monde connaît maintenant, hein, on connaît encore mieux le Mouvement de la Paix que l'Union pacifiste. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une revue qu'on reçoit, nous, chaque mois, à l'Union pacifiste, qui s'appelle Planète Paix. Et dans le numéro de janvier-février 2025, il y a un dossier sur le pacifisme. Alors là, je m'adresse à Édith, puisque Édith, je crois que c'est toi qui t'occupes essentiellement aussi un peu de toute la rédaction hein, de la revue. Donc, pourquoi avoir choisi ce dossier maintenant ? Voilà, on en a profité parce qu'il y a le prix Nobel de la paix 2024 qui est venu en France à l'initiative du Mouvement de la paix et de la CGT. Et donc, on a voulu voir les différentes conceptions de la paix. D'où le titre « Paix et avenir partagé ». Mais il faut dire que le mois précédent, le numéro de décembre s'intitulait « L'avenir est solidaire ». Et nous avons voulu mettre et non pas solidaire, parce que si on n'est pas solidaire, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de paix non plus. Et il n'y a pas de paix non plus. Donc, voilà. Donc, effectivement, donc là, il y a eu plusieurs rédacteurs, dont Nils Anderson et Bertrand Badi, qui ont parlé, évidemment, de la nouvelle conception de la paix actuellement. Alors, Nils Anderson, bon, c'est pas la première fois que nous parlons de lui, avec bon, son livre de mémoire qui est absolument extraordinaire, qu'on avait traité. Et justement là, il vient de publier un autre livre, Les guerres annoncées. Le capitalisme, c'est la guerre, numéro 2. Oui. Et vous avez fait un entretien avec lui. Il a fait un article.
Il a fait un article. Oui, c'est lui qui a fait un article, c'est pas un entretien. Ah oui, c'est lui qui a fait un article. Il est du mouvement de la paix, il faut préciser. Ah oui, il est au mouvement de la paix, bien sûr, Niels. Alors, l'introduction, c'est après Kaboul, le monde a changé, mais l'interprétation et la compréhension des événements ne se réduisent pas à la vision de son propre horizon, à l'assurance que le monde pense comme soi. Décryptage des nouvelles confrontations et nouveaux rapports de force entre le Sud global et le global Nord. Le Sud global et le global Nord. Et Niels Anderson a fait cet article. D'ailleurs, son livre, nous l'avons aussi traité dans l'Union pacifiste. Et c'est un livre qui est très complet. Et puis en plus, alors, il suit l'actualité internationale de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a toujours son avis sur Niels. Peut-être que. Et le titre aussi est très éloquent. Le capitalisme, c'est la guerre. Voilà. Et il y a 2 tomes. Absolument. Alors, ensuite, il y a aussi un article sur les États-Unis contre la paix dans le monde. Alors là aussi, on est en pleine actualité. Trump, danger pour la paix. Et c'est un article qui a été écrit par Pierre Guerlin. Alors, qu'est-ce que cet article, c'est vous qui l'avez commandé? C'est lui qui l'a proposé? Non, c'est nous qui l'avons commandé parce que nous assistons à des conférences, des fois à la Sorbonne, organisées par Chloé Morel, qui est historienne spécialiste de l'ONU et qui est aussi du mouvement de la paix. Et donc, il y a des colloques à la Sorbonne où nous allons et nous avons la chance de rencontrer des universitaires et des spécialistes de différentes disciplines. Et donc là, on a entendu Pierre Guerlin à la Sorbonne et on lui a demandé, puisqu'il est spécialiste des États-Unis, un article sur l'hégémonie des États-Unis actuellement. Alors là, oui, effectivement, il y a tout un article qui est très intéressant et dans lequel je relève cette phrase « L'histoire retiendra surtout le soutien indéfectible des États-Unis à Israël et à un génocide dont ce pays est responsable ». Bon, on va en reparler de tout ça. Mais là, je crois que c'est clair. Et donc, Pierre Guerlin est toujours en poste à la Sorbonne, ou alors il vient des États-Unis, là je vois, il est professeur aux États-Unis. Ah oui, non, mais il vit en France, hein. Il participe à la revue Recherche internationale. Ah d'accord. Il participe à cette revue-là, il fait partie du comité de rédaction de Recherche internationale. Qui publie un certain nombre de numéros spéciaux, je crois qu'il y en a un par trimestre, qui sont toujours très très intéressants sur diverses thématiques. Et le dernier, c'était justement sur l'Europe. C'était les États-Unis après Biden. Ah oui, c'est très intéressant, mais alors peut-être qu'un jour on pourra l'inviter dans notre émission. Ah, tout à fait. Il serait tout à fait preneur. Vous viendrez avec lui. Il faut lui demander, mais je pense qu'il serait plutôt d'accord. Bon, on verra ça pour plus tard. Alors ensuite, il y a un article très intéressant et très important sur le livre de Bertrand Badi, L'art de la paix. Alors là, c'est quelque chose dont nous allons aussi parler, parce que là, je viens de terminer le livre. Bon, c'est un livre essentiel, parce qu'il dit « L'art de la paix après l'art de la guerre ». Et ce qui est intéressant, c'est que là, il étudie, il fait même des propositions très intéressantes. Je veux dire, il ne fait pas qu'analyser. Alors, peut-être... vous le connaissez depuis longtemps, Bertrand Badi. Oui, on l'a fait. Il intervient régulièrement et on suit avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il peut écrire et dire. Parce que... Alors là, vous avez fait un entretien. Oui. Qui est important parce que ça remet par rapport à la lecture du livre, que je conseille bien sûr à tout le monde, on va en reparler de toute façon, mais vous avez en même temps poser des questions sur l'actualité. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'il y répond de façon... alors, je ne vais pas lire tout l'article, parce qu'il fait 2 pages, et je conseille bien sûr à tout le monde de se procurer Planète P du mois de janvier-février, que l'on peut trouver où, Edith au site du mouvement, sur le site du mouvement de la paix, à la boutique. Voilà, comme ça on peut le commander. Et puis il y a le nouveau numéro qui vient de sortir. Mais là, on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter justement Bertrand Badi, parce qu'il a été interrogé à la radio suisse en mars 2025, c'est très récent, et où la question du journaliste était « Que reste-t-il du pacifisme ?» Alors on va peut-être, c'est le numéro 1, Frédéric, écouter Bertrand Badi, ce qu'il dit sur le pacifisme.
Un peu partout sur la planète, l'heure est au réarmement. Depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, les budgets militaires de la plupart des pays ont pris l'ascenseur. En Suisse également, de moins en moins de personnes osent aujourd'hui se déclarer antimilitaristes ou pacifistes dans le cadre de ce conflit, mais aussi de manière plus générale, comme si cette option était une forme de naïveté, voire de lâcheté ou de parti pris à peine caché pour tel ou tel camp. Alors le pacifisme est-il mort? Que reste-t-il de l'idée de paix? Nous allons en parler avec vous, Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, et vous publiez L'Art de la paix aux éditions Flammarion. Alors, on se souvient, Bertrand Badi, c'était un peu plus de 20 ans, c'était en février 2003, des millions de personnes manifestaient dans plus de 600 villes à travers le monde pour exprimer leur opposition à une éventuelle guerre contre l'Irak. Aujourd'hui, le pacifisme semble avoir un peu disparu comme option envisageable. Comment vous l'expliquez ? Alors, il faut faire attention parce que pacifisme est un terme assez vague et qui englobe des choses bien différentes. Il y avait, surtout dans le contexte du 19e siècle, des idéologies pacifistes qui étaient soit des idéologies de non-violence, c'est-à-dire qui amorçaient cette idée de non-violence qu'on va retrouver au fil des temps jusque chez des personnalités comme Gandhi, plus proche de nous, soit au contraire qui reflétaient une idéologie anti-guerre parce que la guerre était pensée comme étant l'arme d'un capitalisme débridé, et ce pacifisme-là qui a eu la vie dure a été porté par les différentes internationales qui ont été le premier vrai moule de cette expression d'une condamnation de la guerre en tant que telle. Depuis, les choses ont changé. Pourquoi ont-elles changé? Parce que d'abord, il faut dire quelque chose de douloureux, c'est que la guerre habite de plus en plus dans l'intimité de notre vie quotidienne. On la voit tous les jours à la télévision. Les guerres sont de plus en plus nombreuses. On y reviendra. Hein. Vous savez que depuis 1945, on recense près de 500 guerres sous des formes très différentes. Et du coup, ce n'est plus la guerre en général qui est dénoncée parce qu'on est comme mêlé à elle. C'est certaines guerres. Et quand vous faisiez référence aux grandes manifestations du 15 février 2003 contre la guerre américaine en Irak, c'était pas contre la guerre, c'était contre une guerre. Et de même, quand il y avait des manifestations contre la guerre au Vietnam, c'était pas contre la guerre, c'était contre une guerre. Et quand en France, il y a eu les premières mobilisations contre la guerre en Algérie, c'était pas contre la guerre, c'était contre une guerre. Peut-être aussi que le passage hyper douloureux par la Seconde Guerre mondiale a alerté que dans certaines situations, quand il s'agissait d'abattre le monstre nazi, eh bien la guerre était nécessaire. Donc vous voyez, on passe à autre chose. Et puis il y a enfin quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui la paix c'est bien plus que la non-guerre. Et que donc la paix est en train de se réincarner dans quelque chose de plus ambitieux et de plus audacieux que le pacifisme intantiné, naïf d'autrefois. Bertrand Badi, on l'a dit, votre ouvrage est sur la paix. Peut-être, est-ce que pour vous, c'est deux choses différentes, la paix ou le combat pour la paix et le pacifisme? Oui, parce que d'abord, il y a eu un abus coupable de langage dans notre histoire européenne devenue une histoire euro-américaine, c'est que l'on a eu tendance à considérer que la paix, ça n'existait pas en soi, ce n'était que la non-guerre. C'est la guerre en creux. C'est l'entre-deux-guerres, comme disait Raymond Aron. Et on n'arrête pas de vous parler, d'ailleurs, d'avant-guerre, d'après-guerre, d'entre-deux-guerres. On ne vous parle jamais d'avant-paix, d'après-paix ou d'entre-deux-paix. Il ne faut pas oublier que nous venons, dans notre histoire longue, de la philosophie grecque et d'un Héraclite qui disait la guerre c'est la nature humaine. Et n'oubliez pas que les jumeaux qui sont à l'origine de la création de Rome, Romulus et Rémus, avaient pour père qui? Mars, le dieu de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, dans notre histoire, peu à peu s'est imposée comme étant la matrice. Et donc la paix, ça consistait à contenir autant que faire se peut ce risque de guerre. Aujourd'hui, on découvre
on découvre deux choses. Premièrement, que cette fameuse guerre qui était le moteur de l'histoire, ça a été le moteur de notre histoire européenne, cette fameuse guerre maintenant, elle est de plus en plus courante, coûteuse, destructrice, violente, meurtrière, mais elle ne résout plus les problèmes comme, hélas, il faut bien avouer qu'elle pouvait les résoudre autrefois. Premier élément. Et deuxième élément, on s'aperçoit que la paix couvre beaucoup d'autres secteurs de la vie humaine et sociale que la non-guerre, notamment tous les défis globaux que nous connaissons. On ne peut pas parler de paix sans envisager la question climatique, la question sanitaire, la question alimentaire. C'est pas par hasard si le programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix. C'était très juste et j'en étais très heureux. Mais ça veut dire que l'idée de paix surplombe et de beaucoup l'idée de non-guerre. Et puis ça veut dire qu'il est temps de trouver une formule positive pour asseoir la paix, parce que cette formule positive nous permettra de reconstruire le monde au-delà de cette matrice guerrière qui non seulement est destructrice, mais qui ne résout rien. Vous avez remarqué, depuis 1945, les guerres, elles sont toujours perdues par les plus forts. Donc, il y a une inversion de l'histoire qui fait que les plus forts dépensent des milliards, et les États-Unis en sont maintenant aux 1000 milliards de dollars par an en matière militaire, et ça ne leur apporte rien. C'est le contraire du loto. Vous savez, le loto qui coûte pas cher et qui rapporte gros. Alors, vous venez d'entendre Bertrand Badi, qui parlait donc de son livre « L'art de la paix », et qui nous dit justement que les guerres sont la plupart du temps perdues par les plus forts. On aimerait bien que ce soit le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis avec Édith Boulanger et Yves-Jean Gallas du Mouvement de la paix. Bon, ce que dit Bertrand Badi. Oui. Yves-Jean. Je crois qu'il faut s'entendre sur ce terme « gagner une guerre ». Parce que dans une guerre, il n'y a que des perdants. C'est pas quelques compensations à la fin de manière économique, territoriale et autres qui ont une vraie importance. C'est les massacres, c'est les morts, c'est la pollution. On ne parle jamais assez de la pollution des guerres, qui est un des plus grands pollueurs dans le monde. Et pour le moment, on en parle très très peu. Si l'ensemble des guerres était un pays, ce serait le 3e plus gros pollueur au monde. Donc on n'est pas sur des détails, là, on est sur des masses importantes. Donc, gagner des guerres, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, après une guerre, c'est toutes les destructions, c'est l'ensemble. Il faut rebâtir. Alors les capitalistes sont contents parce que ça permet d'utiliser l'argent. Enfin là, d'utiliser l'argent pour autre chose, mais alors les États-Unis, quand même, depuis 1945, ont gagné une guerre. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans une guerre. Vous savez de quel pays on parle? Non, dites-le-moi. Ce sont les îles Grenadines. Ah ben en effet. Dans les petites Antilles. Donc je ne sais pas combien il y a d'habitants, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. C'est la seule où il y a eu un traité, etc. Le reste, c'est finalement les guerres ne se terminent pas. Il n'y a toujours pas de traité entre, par exemple, le Japon et la Chine, etc. Enfin, avec le Vietnam, on est sur des cessez-le-feu, on est sur des armistices. Dans la plupart des grandes guerres, entre guillemets, que les États-Unis ou même nos pays, quand on était associés, se sont terminés. Donc là, tout peut redémarrer. Des amis spécialistes des Balkans nous disaient que la guerre sur l'ex-Yougoslavie pourrait redémarrer vraiment très rapidement, étant donné que les conflits n'ont jamais été réglés. Et là, il y a actuellement un certain nombre de... On en entend parler en Bosnie actuellement. Malheureusement, et en Bosnie et en Serbie. Enfin, Donc, je crois que c'est important que tout le monde ait en tête qu'une guerre n'est jamais gagnée, que
une guerre, que dans une guerre, il n'y a que des perdants, et que la seule solution qui permette justement d'éviter de nouveaux conflits, c'est de discuter. Et de mettre sur la table l'ensemble des contentieux, quand il y en a. On met sur la table tous les contentieux, on en discute, et on trouve une solution. C'est le seul moyen d'arriver à une paix durable. Alors, ce n'est pas ce que semblent faire actuellement les chefs d'État, notamment en Europe, et le nôtre en particulier, M. Emmanuel Macron. Et on parle d'investissements énormes, notamment dans l'armement. On parle jusqu'à 800 milliards qu'on va mettre en Europe. Alors, je voudrais qu'on écoute justement un député qui s'appelle Nicolas Sansou et qui est intervenu à l'Assemblée nationale le 13 mars 2025. On va écouter ce que dit ce monsieur Nicolas Sansou. La guerre en Ukraine, suite à l'agression russe, a déjà fait plus d'1 million de victimes, civiles et militaires ukrainiennes et russes. Des jeunes meurent bombardés dans les tranchées, des familles sont contraintes à l'exil, des villes entières sont réduites à néant. Face au désastre, l'Europe doit faire valoir la négociation et la diplomatie et ne pas laisser seuls les États-Unis qui veulent s'arroger des droits sur le sol et le sous-sol ukrainien. La réponse de l'Europe ne peut consister dans les 800 milliards d'euros de plus pour la défense, annoncés par Mme von der Leyen, balayant au passage les dogmes sacrés du traité de Maastricht. 800 milliards qui gonfleront les dividendes de la mort dont se pourlèchent par avance les actionnaires de Rheinmetall, Leonardo ou Thales, dont les cours de bourse ont déjà bondi de 50% en un mois. Non, l'honorabilité politique des nations ne se mesure pas en pourcentage de PIB consacré à l'armement. La guerre, c'est la continuation de la casse sociale par d'autres moyens. On nous avait promis que l'expansion du commerce serait à l'origine d'une paix mondiale et durable. Mais c'est inéluctable. La concurrence capitaliste porte en elle-même la guerre. Aujourd'hui, l'international réactionnaire ouvre les voies de l'impérialisme de Gaza au Groenland, de l'Ukraine au Panama. Au droit de la force, nous préférerons toujours la force du droit des Nations Unies. Chers collègues, la question n'est pas celle de savoir où est-ce que l'on trouvera les moyens pour financer la guerre, mais pourquoi est-ce que l'on devrait céder face au délire militariste? Nous, communistes et progressistes ultramarins, nous ne condamnerons jamais notre jeunesse à ne plus percevoir les dividendes de la paix. La guerre n'est pas une fatalité. Contrairement à ce que veulent nous faire croire ceux qui profitent de la peur, défendre la paix, ce n'est pas être dans le camp de la défaite, c'est être dans celui du progrès. En Ukraine comme en Palestine, la paix est le trésor de tous les peuples qui aspirent à vivre librement. Alors vous venez d'entendre Nicolas Sansou, qui est un député du Cher et qui est interrogé donc à l'Assemblée nationale. Il y a très peu de députés actuellement à l'Assemblée nationale qui prennent la parole en ce sens. Bon, donc c'est pour ça qu'on a tenu à vous le faire écouter dans l'émission Civis Pacem. Ça devient très rare maintenant, les députés qui s'expriment clairement, comme l'a fait dans ce cas-là Nicolas Sansou. Il y en a d'autres, mais enfin j'ai choisi celui-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cet investissement dans les armements, Edith ou Yves Gallas du Mouvement de la Paix? Ah ben c'est catastrophique. D'autant plus qu'avec la propagande de guerre, on veut faire croire que justement la guerre est une fatalité. Et comme le dit le député, la guerre n'est pas une fatalité. Mais on nous bourre le mou, on nous fait une propagande comme si la Russie allait nous envahir. D'abord la Pologne, puis même la France, pourquoi pas. Tout le monde y croit, ou fait semblant d'y croire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on veut se réarmer. On veut faire une économie de guerre. Donc ça, et en plus, on sait très bien qu'une économie de guerre est très néfaste pour les intérêts des Français et même pour l'industrie. En fait, on nous a toujours dit que si on investissait dans le commerce des armes, dans la fabrication d'armes, c'était florissant pour la France. C'est faux. Complètement faux. Il vaut mieux investir dans l'éducation nationale, par exemple dans la recherche, plutôt que dans une industrie de guerre qui est très pointue et qui ne donne pas d'autres emplois, justement, qui est très resserrée sur elle-même. Ça, les économistes l'ont démontré, mais on nous fait croire que si on fait des industries d'armes de guerre, eh bien, c'est florissant pour notre économie. C'est
totalement faux et c'est mensonger. Et pourtant, on dit que justement, la France est devenue le 3e exportateur. Deuxième. Le deuxième, maintenant, il est passé, il a gagné un cran. Alors. Ah oui, devant la Russie, oui. Pour les ventes d'armes, et alors on présente ça comme quelque chose de très bon, quoi. Ah oui, alors que justement, d'après ce que tu dis, Edith, c'est pas du tout le cas. On devrait plutôt s'en inquiéter. Ah oui. Le nombre d'emplois créés dans l'industrie d'armement pour une même somme investie est entre 30 et 50% moins important que la même somme investie dans le privé. Je crois que c'est des choses qu'il faut dire. Donc l'armement appauvrit l'industrie française au lieu de la stimuler. Alors sinon, sur... disons qu'actuellement, pourquoi on parle de ça, c'est effectivement parce qu'il y a ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui s'arrête pas, et ensuite on en a d'autres, entre Israël et la Palestine. Mais enfin, justement, cette menace russe qu'on fait peser sur le peuple français, tout ça pour lui faire peur et pour lui faire accepter justement ses investissements dans les armements. Mais je pense que on dit que les pacifistes sont un peu inaudibles, ce qui est vrai, mais il y a un certain nombre de militaires qui ne sont pas inaudibles. Et moi, j'ai entendu un certain nombre de militaires de haut niveau qui, par leur responsabilité passée, ne sont pas des crypto-communistes, on ne peut pas les suspecter d'être contre l'Alliance Atlantique et autres. Et ils disent tous que il n'y a pas de danger que les Russes envahissent autre chose que l'Est, où ils sont actuellement, de l'Ukraine. C'est hors de leur portée pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons démographiques. Dire que la Russie menace la Pologne ou la France, qui est encore... il y a l'Allemagne aussi entre les deux. Bon, c'est une aberration totale. La Russie n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour le faire. Mais on continue à nous raconter ça. Et même M. Macron, récemment, dans un débat extrêmement belliciste, tenait ce genre de mensonge. Alors justement, on en parle beaucoup dans les médias, dans les grands médias. Il y a des débats qui se font. Notamment, j'en ai entendu un sur France Inter le 13 mars 2025. Alors là, en général, on invite des hommes politiques et puis on essaie de leur faire dire écoutez, on est menacé, qu'est-ce que vous avez prévu ? Comment vous allez réagir ? Alors là, il y avait un thème qui s'appelait le grand désordre mondial. Wow. Et là, j'ai entendu ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Alors on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Dans une adresse aux Français, Emmanuel Macron a alerté, je cite, sur la menace russe qui ne semble pas connaître de frontières et n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. C'est une fin de citation. Il a tort sur ce point, selon vous ? Je pense qu'il a tort de faire cette gesticulation. Parce que là, vous n'avez pas été au bout de la citation, mais à un moment donné, il dit que les Russes ont attaqué nos hôpitaux. Vous vous en souvenez ? Ça vous fait rien ? Je veux dire, le président de la République française accuse un autre pays d'avoir attaqué la sécurité nationale des Français en attaquant un hôpital et quoi la suite ? Rien. Ça a été prouvé que des hackers russes ont attaqué l'hôpital de Corbeil-Essonnes notamment. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe dans les relations internationales. Personne ne situe jamais l'origine d'une attaque dans un État. Si vous dites « ce sont les Russes qui ont attaqué mon hôpital, donc la France a été attaquée », elle doit répliquer. Pourquoi elle doit répliquer ? Parce que c'est sa doctrine de base. Elle ne permet pas qu'on l'agresse, si peu que ce soit. Donc, d'habitude, tous les pays du monde font pareil, disent il y a de la cybercriminalité, c'est vrai. Elle est d'origine russe, en effet, ce sont des groupes cybercriminels russes, mais on n'accuse pas l'État. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, chaque mot compte, et vous indiquez à l'adversaire, vous lui donnez des indications. Si vous dites, vous m'attaquez un hôpital russe, je vous ai vu, français, je vous ai vu, vous êtes pris, et que vous ne faites rien,
alors l'adversaire se dit, celui-là, j'en fais ce que je veux. On a plein de questions à vous poser, on voudrait prendre aussi une question de la salle, mais question courte. On reviendra sur les Européens. D'ici là, justement, est-ce qu'il faut continuer et même augmenter en ce moment même notre aide militaire aux Ukrainiens, alors que vous l'avez dit vous-même, ça bouge, le front bouge, les Russes prennent des villages et des villes. Est-ce qu'on doit augmenter nos armes aux Ukrainiens ou vous y êtes opposé? Mais je suis opposé aux tirs en profondeur et je mets en alerte tous ceux qui s'amusent à la guerre de studio. Les tirs en profondeur sur la Russie égalent la réplique. Nous, les Français, nous sommes un pays extrêmement vulnérable. Il suffit d'un coup à La Hague, un coup sur la centrale de Nogent ou un coup dans la vallée du Rhône et il n'y a plus de France. Vous comprenez? Donc ça vaut la peine quand même qu'on s'interroge avant de rouler les mécaniques et de provoquer tout le monde. On envoie des armes ou pas? Je vous ai d'abord répondu... Sur le tir de longue portée. Vous m'avez parlé d'armes, madame. Les armes qui sont en discussion aujourd'hui, c'est les armes de tir profond. Vous avez toutes sortes de gens en France qui disent oui, il faut des tirs profonds pour intimider les Russes, en profondeur. Donc des tirs de missiles. Alors, je viens de vous dire ce qu'il en est de cette affaire. Il y a beaucoup de responsables, y compris à gauche, pour raconter ce genre de bêtises. Non. Alors après, nous, il faut qu'on tienne parole. Il ne faut pas que les Ukrainiens soient désarmés. De ce point de vue, ce qu'a fait Trump en les privant de toutes sortes d'informations, ça s'appelle tirer dans le dos. Le renseignement. Parce qu'on a affaibli la capacité des Ukrainiens à tenir bon dans les heures où il faut qu'ils tiennent bon si l'on veut que la partition qui va se décider dans le cessez-le-feu, encore que vous avez remarqué que nous parlons de cessez-le-feu depuis 2 jours, sans avoir l'idée de un mot de ce qu'il y a dans le contenu de la proposition de cessez-le-feu. Donc oui, ce sont des méthodes désastreuses pour ce qui nous intéresse, nous les Européens. Nous n'avons pas intérêt à la victoire de M. Poutine, comme nous n'avons intérêt à la victoire d'aucun envahisseur où que ce soit. Alors vous comprenez, je ne peux pas avoir passé des heures à hurler contre l'invasion du Liban, de la Syrie et le génocide pour ensuite trouver tout ça, mais moi au moins je ne tiens qu'un seul discours. Que l'on parle de Gaza ou que l'on parle de la frontière ukrainienne et russe, je tiens le même discours. Le droit international est zéro invasion, plutôt la diplomatie que la guerre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous n'êtes pas à l'écoute de France Inter, même si vous avez reconnu, bien sûr, ceux qui sont fidèles de France Inter, ces débats sur France Inter, d'ailleurs, où vous voyez quel rôle jouent d'ailleurs les journalistes pour essayer de coincer les gens qui ont une idée différente de la leur. Alors, écoutez, on va faire peut-être une petite pause musicale. Je vais demander simplement à Frédéric de choisir un morceau. On va souffler un peu, c'est bon. Et puis après, on reprendra tout à l'heure. Une fois de plus, la terre tremble, les morts, on ne peut les compter. Le monde autour de nous ressemble à un océan démonté. Les peuples frères se déchirent, on empoisonne nos jardins. La tendresse est à reconstruire, et moi j'ai oublié le pain. Tais-toi, je sais tout ça, tais-toi, mais tais-toi. Je sais que la vie est méchante, qu'elle nous coule entre les doigts. Je sais l'amour que je te dois, et moi, pendant ce temps, je chante. Excuse-moi. On ne compte plus les offenses, on barricade la douleur, on assassine vos enfances et on dénature les fleurs. On est esclave des machines, on mange et ça n'a plus de goût. On ne veut pas de filles en Chine, et moi je t'ai manqué beaucoup. Tais-toi, je sais tout ça, tais-toi, mais tais-toi. Je sais le poids de l'épouvante, je sais la morsure du froid, l'horreur d'avoir perdu la foi. Et moi, pendant ce temps, je chante. Excuse-moi.
La liberté n'est plus qu'un leurre, l'amour se perd au quotidien. Chez les voisins, je crois qu'on pleure, mais surtout qu'on n'en dise rien. Les hôpitaux sont pleins d'archanges qui ont simplement eu tout faux. Les différences, ça dérange, je ne suis pas là quand il faut. Tais-toi, je sais tout ça, tais-toi, mais tais-toi. Si tu savais comme ça me hante, je me demande quelquefois si ça mérite qu'on y croit. Et moi, pendant ce temps, je chante. Excuse-moi, tais-toi, je sais tout ça. Tais-toi, mais tais-toi. Moi, je ne suis qu'une vivante, avec un cœur qui se débat, mais qui pense en avoir le droit. Et c'est pour tout ça que je chante. Écoute-moi. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous venons d'écouter Francesca Solleville, Je chante, excuse-moi. Maintenant, c'est la suite, la poursuite de l'émission Civis Pacem. Alors, on va poursuivre donc l'émission avec Édith Boulanger et Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Nous parlons de pacifisme et justement dans le prochain Planète Paix donc c'est de mars 2025, il y a un article très intéressant sur lien entre science, justice et vérité à partir d'un film qui s'appelle L'Esprit d'Asquith. Alors, est-ce que Édith, tu pourrais nous en dire un mot? Oui, justement, parce qu'on est en pleine propagande avec des fake news qui nous inondent. Et donc là, dans ce film, on voit très bien l'importance de la démarche scientifique, l'importance de l'esprit critique qui doit être développé. Or, actuellement, eh bien, franchement, il n'y a pas d'esprit critique, il y a un obscurantisme grandissant. Donc... et j'en veux pour preuve, il y a des scientifiques, puisque les scientifiques sont attaqués notamment par Trump, mais aussi par la France, puisque les crédits de recherche sont diminués, etc. Il y a eu des manifestations à Jussieu il n'y a pas longtemps. Mais là, il y a eu un appel international de scientifiques contre le réarmement. C'est-à-dire l'importance, n'est-ce pas, justement, de la réunion de scientifiques contre la guerre pour la paix. Il y a eu aussi un appel international de scientifiques, d'ailleurs, pour le GIEC, pour que, par exemple, le secteur militaire soit considéré dans les pollutions dans le GIEC. Ça n'a pas été encore pris en compte, mais ça va venir. Voilà. Donc, je voulais insister sur le fait de l'importance de l'éducation, comme l'a dit d'ailleurs Bertrand Badi. Ah oui, on va le réécouter un petit peu, Bertrand Badi. Mais avant, tu vas me dire un petit mot encore sur l'esprit d'Arquest. C'est une fiction qui est déjà sortie dans les salles, qui va sortir dans les salles. Elle est déjà sortie. C'est un film de Florence Rioux. Florence Rioux, qui est une scientifique et qui a aussi une thèse en histoire du cinéma. Donc elle a réalisé plusieurs films. Que dis-tu de l'affaire et celui-là, L'esprit de l'Arquest, qui est passé dans les salles en décembre. Mais on peut l'acheter en DVD, je vous le conseille. Il y a un site sur le cahier de Rennes, je crois. Et le cahier des scientifiques, de l'association. Il y a une association de scientifiques de Rennes, on pourrait donner les... Voilà, je vais donner... On va regarder un peu où on peut se procurer ce film. Les cahiers de Rennes en sciences, sur le site www.renneensciences.fr. Et ça fait parler justement de la famille Curie. Oui. Ah ben voilà, parce que Arquest, se sont réunis des scientifiques, des philosophes, des historiens, des artistes, qui se réunissaient entre juillet et septembre d'ailleurs, pour discuter de la paix et de la démarche scientifique. Alors il y avait donc à partir de Marie Curie, Pierre était décédé déjà, mais après Seigneau-Bos qui était un historien, il y avait Joliot, Frédéric et Irène Joliot-Curie. Hélène Langevin était là, elle avait que 13 ans, elle était petite avec son frère, et donc il y avait des personnages illustres et qui discutaient d'éducation pour la paix.
Et Frédéric Joliot-Curie, il a quand même créé le mouvement de la paix. Oui, donc c'est important. Mais pas que lui. Il y a aussi Paul Langevin, avec le plan Langevin-Vallon, qui a été très important dans la discussion sur l'éducation à la paix. Alors, et Hélène Langevin est interviewée dans notre prochain numéro dans un mois. Oui. Parce que ça nous a paru important que la petite fille de Pierre et Marie Curie soit interviewée parce qu'elle a une expérience extraordinaire et des choses tout à fait importantes à dire. Bon, ben, je crois qu'il va falloir qu'on s'abonne quand même à la Planète P. D'urgence. Il y a beaucoup d'articles intéressants, pas seulement l'Union pacifiste. Bien, alors on va réécouter un peu... Moi, je lis régulièrement votre bulletin, qui est toujours très intéressant. On fait des efforts, mais... Alors, on va réécouter un peu Bertrand Badi, justement, parce que il reparle de la paix dans le monde, parce que lui, il donne carrément dans son livre, c'est très intéressant, des conseils pour comment on peut concevoir la paix, ce qui est pas facile, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que ça représente la paix par rapport à la guerre. Donc, et puis, on va écouter d'ailleurs ce qu'il dit. On va écouter Bertrand Badi, c'est le 4. Mais que reste-t-il de la paix ? Je l'ai dit tout à l'heure, vous dites, voilà, la paix de demain ne peut pas être la paix d'hier. Qu'est-ce qui doit changer ? Vous dites, cette paix doit s'humaniser. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, il faut comprendre que la paix va au-delà de la trêve, au-delà du cessez-le-feu, au-delà de la non-guerre. C'était mon argument que je développais tout à l'heure. Et donc, il faut retrouver une définition positive de la paix. Ce que j'ai fait dans mon livre, c'est que j'ai essayé, si vous me passez l'expression, de remettre la paix à l'endroit. C'est-à-dire, la paix d'abord, la paix avant la guerre. Notre ordre politique se construisait à partir de la guerre, il faut maintenant le construire à partir de la paix, pas pour des raisons éthiques, bien sûr pour des raisons éthiques, mais pas essentiellement ça, pour des raisons utilitaires, parce que le monde tiendra mieux sur cette équation. La paix est une meilleure affaire et moins coûteuse et plus rentable que ne l'est devenue la guerre aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Repartons de nos grands philosophes, repartons d'Aristote, repartons même de Saint-Augustin au 5e siècle qui nous disait la paix c'est quoi ? C'est que chaque humain puisse manger à sa faim et consommer de l'eau pure. Vous vous rendez compte ? Il l'a dit au 5e siècle. Ça veut dire quoi au final ? Ça veut dire que la définition cachée de la paix, elle est très belle, c'est construire les conditions d'une intégration humaine, c'est-à-dire assurer à l'humanité les éléments de sa survie. Parce que dès lors que l'humain ne dispose pas des instruments de sa survie, alors il n'a d'autre choix que de se plonger mécaniquement dans le conflit. Donc c'est pourquoi le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a fait un travail formidable en publiant en 1994 son rapport sur la sécurité humaine, où il disait, mais pour une vraie paix, il faut libérer les êtres humains de leur désir, free from want, et de leur peur, free from fear, et donc créer les conditions d'une sécurité humaine. Parce que s'il y a la sécurité humaine, ce que j'appelais tout à l'heure la guerre par le bas, celle qui vient de la décomposition des sociétés, sera de moins en moins possible. Donc ça, c'est un programme et qui passe par un dernier élément, qui est le respect de l'autre. Parce que nous sommes passés en quelques années d'un monde interétatique à un monde global, c'est-à-dire que nous sommes tous interdépendants, nous dépendons tous de l'autre lointain que l'on ne connaît pas. On ne sait pas encore pratiquer l'art de l'altérité. Regardez encore le navrant discours d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, cette espèce de refus de comprendre la profondeur de l'âme africaine et de la respecter. Donc, répondons à 3 questions. C'est les 3 questions fondamentales qui conduisent à la paix. Comment l'autre pense l'événement que nous vivons communément ? Et deuxièmement, comment l'autre pense que je pense, quelle représentation il a de moi. Et troisièmement, qu'est-ce que l'autre pense de moi. Et ça, ce sont les 3 éléments qui permettront justement de créer les conditions de cet art nouveau dans le jeu international, qui est l'interdépendance qui de plus en plus succède à la rivalité et à la compétition.
Alors nous avons entendu à nouveau Bertrand Badi qui était interrogé sur la radio suisse, RTS, en mars 2025, donc très récemment. Et le titre de cette émission était « Que reste-t-il du pacifisme ?» Alors là, Bertrand Badi donne donc sa version, et en même temps, dans son livre, alors il détaille tout ça. Là, j'ai relevé quelques phrases qu'il dit dans son livre. « Les accords de paix ne mettent plus fin aux guerres, maintenant, ça continue. » C'est ce que disait Yves Jean. « La souffrance sociale est un obstacle à la paix. Il faut libérer les humains de la peur. » Alors là, je crois que... Bon, j'ai pris que quelques phrases comme ça. Il faut inventer la paix, une paix globale, c'est ce qu'il développe un peu dans cet entretien. Et puis, on peut aussi penser à une paix préventive, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir les conflits que les guérir. Alors ça, c'est en général ce qu'on nous dit toujours, nous les pacifistes. Bon, ben là, le conflit arrive, qu'est-ce que vous faites? Alors vous abdiquez, vous opposez pas, vous êtes des lâches. Mais si on répond toujours, oui, mais si on l'avait prévenu, peut-être qu'on ne serait pas face à... Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est tellement du bon sens d'analyser les éléments de divergence qui peuvent exister entre des personnes, entre des groupes de personnes, entre des États. Il y a même dans un couple, il y a toujours des éléments de conflit, mais le mari et la femme ne sont pas toujours obligés de se taper dessus pour les régler. Les conflits entre des États, en général, on les connaît dans la durée, depuis longtemps. Et donc, ne pas vouloir les régler, c'est donc prendre le risque d'arriver à un conflit ouvert, à une guerre, et d'une certaine manière, c'est une stratégie voulue. Enfin, c'est pas simplement « Ah, si j'avais su, etc. » Les dirigeants, dans leur très grande majorité, quand même, ont un peu étudié l'histoire, ont un peu interrogé un certain nombre de personnes sur ce qui peut arriver quand on ne crée pas les conditions d'un règlement pacifique. Je crois que... il est évident que c'est la prévention qui est la bonne stratégie. Et si on regarde le fonctionnement des Nations Unies, son fonctionnement, c'est justement de permettre à l'ensemble des pays ou des ethnies à l'intérieur d'un pays d'ailleurs, donc l'ensemble de trouver les moyens de discuter entre eux. Donc le but et on dit mais les Nations Unies ne font rien. Bon, les Nations Unies, c'est tous les peuples, c'est nous. C'est pas uniquement les dirigeants, mais les Nations Unies sont le lieu qui est destiné à toutes ces discussions. Donc faisons jouer pleinement aux Nations Unies leur rôle. Yves-Jean Gallas, je crois qu'on t'a compris. Là, on va écouter un peu ce que dit Edith, justement, Boulanger. Edith. Oui, moi je voudrais insister sur le fait qu'il faut argumenter justement ce que dit Bertrand Badi. La paix n'est plus rentable. Elle est coûteuse et elle n'est plus rentable. Parce que actuellement, là, on est dans un monde financier, il n'y a que les finances qui comptent, et en plus, les finances personnelles de quelques personnes, n'est-ce pas, pour abaisser les autres. Voilà. Donc, je crois que l'argument de Badi, la paix est plus rentable que les conflits, c'est un argument qu'on n'a pas assez mis en valeur. Comme de faire dire que ce sont les plus forts qui gagnent, c'est faux. Les États-Unis, bien que ce soit, on dit que c'est la plus grande puissance au monde, elle a plein de dettes, par exemple. Je pense que il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a plus d'assurance maladie, etc. Tout est remis en cause. Même. Et puis même avec les Irakiens, les Afghans, ils n'ont pas gagné la guerre. Non, ils se sont partis très rapidement. Au Vietnam, comme nous en ça. France, quand on part, d'ailleurs, les Français en Afrique, le Mali, le Burkina Faso, tout ça. Donc ils n'ont jamais été vainqueurs, à part les Grenadines, ils n'ont jamais été vainqueurs, et pourtant on fait comme si c'était l'hégémonie, n'est-ce pas? On ne parle que des USA. Donc faire comprendre ça, que le commerce des armes, eh bien c'est pas productif, voilà, et que en fait
il faut une sécurité commune. On est tous interdépendants. Et ça, il faut utiliser peut-être le biais du dérèglement climatique. Parce qu'on vit sur une même planète, et ça, les jeunes, je pense qu'ils sont très sensibles à ça. Les pollutions n'ont pas de frontières, elles sont énormément créées par les armées, et actuellement, on n'en parle pas du tout en temps de guerre, alors qu'il y a des millions d'hectares qui sont foutus en Ukraine. Il y a une remise en cause des mines antipersonnelles par des pays baltes, mais c'est dramatique, ça. Surtout qu'on en retrouve des siècles après. Hein. Mais, bien sûr, on retrouve encore des bombes qui n'ont pas explosé. Il y a 20% de bombes qui n'ont pas explosé lors d'un conflit. Même en France encore. Dans la Somme, par exemple, le Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est coûteux, les guerres sont coûteuses, sans compter le côté immoral, mais c'est même pas ça. Voilà, c'est en plus, elles sont coûteuses. Bon, Édith Boulanger, je crois qu'on a bien compris et qu'on va essayer de le faire savoir à monsieur Emmanuel Macron. Alors, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, avec Bertrand Badi, c'est qu'il dit aussi, alors quelque chose que j'ai trouvé très dans son livre, qui est qu'il faut admettre une paix hospitalière, c'est-à-dire que l'étranger n'est pas un ennemi. Il ne faut pas avoir peur de l'étranger, il faut même l'accueillir. Et que dans un pays où il existe encore l'hospitalité, eh bien, on évite la guerre. Bon, ce n'est pas le cas pour l'instant chez nous, malheureusement. Et puis, il aborde un autre sujet, alors qui est important, puisque c'est ce qu'on dit tous, c'est-à-dire que c'est à l'école qu'on forme la paix. Et je crois que la formation à la paix, vous y tenez beaucoup au mouvement de la paix. Ah oui. Oh bah oui. C'est essentiel. D'ailleurs, c'est le premier domaine de la culture de la paix qui a été défini en 1999 par les Nations Unies. Le premier domaine de la culture de la paix, c'est l'éducation. Sans l'éducation, qui n'est pas avoir des diplômes, sans cette éducation à la paix, d'ailleurs on demande un ministère de la paix, et non pas un ministère des armées, sans cette éducation, eh bien, la propagande continuera, et effectivement, on peut être complètement influencé par ceux qui ont de l'argent. Alors, justement, je voudrais parler, parce que Bertrand Badi, il parle beaucoup d'altérité. C'est très important, avec les 3 conditions pour connaître l'autre, etc. Il y a le 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, on va faire quelque chose à Paris et en France pour honorer cette journée du donc, vivre le ensemble. 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble. Très bien. Bon, et bien alors... Juste un point, ce qui est dramatique dans les réformes successives de l'éducation nationale, c'est de voir que les parties, les enseignements qui aident justement à la réflexion sur le vivre ensemble, sur les effets des causes et les conséquences, etc. Je pense notamment à la philosophie, je pense à l'histoire, même aux mathématiques. Donc tout ce qui est raisonnement pour essayer de trouver des solutions à des problèmes posés, quels qu'ils soient, ce sont des programmes qui tendent à diminuer, justement. Donc on ne favorise pas la réflexion de nos enfants. Il y a plus d'écoles de commerce que d'écoles de philosophie. Oui, et la moitié des ingénieurs diplômés se retrouvent pratiquement dans leur premier emploi à des postes commerciaux, financiers, etc. Malheureusement. Alors, mais les pacifistes résistent quand même. Et justement, vendredi dernier, j'ai posé quelques questions à notre secrétaire, Maurice Monté, parce que, bon, moi, je ne peux pas simplement m'exprimer au nom de l'Union pacifiste. Il faut que Maurice Monté dise un mot. Alors, on va l'écouter. Il va nous dire quelque chose. Je crois que, de toute façon, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances, nous devons rester pacifistes et pacifistes intégraux complètement. Même si c'est présenté comme quelque chose de très difficile actuellement. Mais nous devons rester pacifistes et il n'y a aucune raison pour nous pour ne plus garder notre position première, quoi. Alors, pourquoi c'est difficile aujourd'hui ? Parce que d'abord, nous sommes tout à fait en minorité. Ensuite, parce qu'il y a toute une propagande pour la guerre, pour préparer la guerre et pour la faire, et pour nous mettre dans un conditionnement, où il y a toujours les bons et les méchants. Et ceux qui ne sont pas du bon côté sont des traîtres. Et lorsqu'on parle actuellement
d'arrêter une guerre, d'empêcher une guerre. On nous dit qu'on est des pro-russes. Est-ce que Macron fait peur ? Son discours, finalement, marche actuellement, puisqu'il voudrait que la population française ait peur. Et peur, alors les Russes sont presque à la frontière non seulement de l'Europe, mais de la France, et les Russes vont nous attaquer. C'est un peu... c'est une projection de l'avenir qui n'est pas vraie. Poutine est une ordure, on sait bien, il a envie de s'agrandir pour avoir toujours sa grande Russie comme les tsars. Mais il ne va pas nous envahir du jour au lendemain. C'est pas son but, il n'y a pas intérêt non plus. Alors que nous l'avons envahi avec Napoléon. Avec Napoléon, oui, Napoléon est allé jusqu'à Moscou, ce qui lui a coûté cher d'ailleurs. Oui, mais nous, depuis le début de la guerre, nous disons que, à la demande des Ukrainiens, il ne faut pas de livrer d'armes à l'Ukraine, parce que c'est ce que demandent les pacifistes ukrainiens, qu'on ne livre pas d'armes aux Ukrainiens, parce que ça ne fait qu'envenimer la guerre, que prolonger la guerre, et de toute façon, ça va prolonger des morts des deux côtés. Et il n'y aura aucun bénéfice, dans les livraisons d'armes, quels que soient les côtés. Bon, donc nous restons pacifistes à l'Union pacifiste ? Nous restons pacifistes, je dirais plus que jamais. Nous restons pacifistes comme depuis la fondation de l'IRG. Nous gardons nos positions entièrement pacifistes et nous n'avons pas à y revenir là-dessus, ni à tomber dans le discours de Macron, des États-Unis, de l'Europe maintenant, pour se réarmer encore plus et tout. Plus il y aura d'armées, moins on aura de paix. Et le vieil adage, pour nous, prépare la paix et non la guerre, est plus que valable. Alors on vient d'entendre Maurice Montet, donc le secrétaire de l'Union pacifiste, qui, après un bon repas vendredi dernier, nous a dit quelques mots. Et qui est un ami. Donc, il nous dit que nous restons pacifistes. Là, je suis en compagnie de Edith Boulanger et de Yves-Jean Gallas, du Mouvement de la Paix. Et je voudrais aborder un autre sujet, alors qui se débat beaucoup actuellement aussi, qu'on entend à la radio, à la télévision, sur le retour du service militaire, parce que certains députés réclament carrément le retour du service militaire. Alors Macron a dit, non, on n'a plus les moyens, il fait d'autres propositions, mais ça a affolé quand même quelques jeunes. Et nous avons reçu justement à l'Union pacifiste un message de Patrice Simon qui nous dit, écoutez, s'il y a le service militaire, est-ce que le statut d'objecteur de conscience existe toujours ? C'est-à-dire que pour que des jeunes se posent cette question, c'est que quand même, il y a une certaine inquiétude parmi eux. Alors, on lui a expliqué, c'est pas moi qui ai répondu, c'est René Burger qui connaît bien le sujet, qui lui explique que naturellement la conscription a été suspendue par la loi numéro tant de 1997, mais que le statut d'objecteur de conscience a été donc également suspendu, que le service militaire obligatoire peut être rétabli à tout moment puisqu'il n'a pas été supprimé, il a été suspendu. Et il peut être rétabli, entre guillemets, si les conditions de la défense de la nation l'exigent et que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Alors, mais si, par malheur, c'était rétabli, eh bien à ce moment-là, le statut d'objecteur pourrait encore fonctionner, ce fameux statut d'objecteur qui a été arraché par Louis Lecoing dans les années 1962. Voilà. Alors... Donc, René Burger, d'ailleurs, a publié un livre dont je voudrais dire un petit mot qui s'appelle « Abolir l'armée ».
un livre qui vient d'être édité plutôt par Le Monde Libertaire, qu'on peut se procurer donc à Publico. Alors là, il y a toutes sortes d'articles, c'est très riche, on en reparlera dans d'autres émissions. Mais là, je voudrais parler avec vous, justement, Edith et Yves-Jean, du service national universel, parce que vous faisiez partie, avec le Mouvement de la Paix et puis bien d'autres associations, de ces opposants au service national universel, et on a cru à un moment donné que ce service allait être abandonné parce que des sénateurs et même des députés avaient dit, et même la Cour des comptes avait dit, ça coûte trop cher, donc on va réduire, ils étaient même prêts à l'abandonner. Mais comme Macron avait fait cette promesse avant même d'être président, eh bien, lui, alors, même à l'Union pacifiste, on avait fêté ça. C'est-à-dire qu'un ami est arrivé avec une bouteille en nous disant, on va ouvrir la bouteille, ça y est, il n'y a plus d'Union pacifiste, depuis des années qu'on lutte contre ça, ça a marché. J'étais un peu plus prudent, parce que j'ai dit, attention, Macron, en général, quand il a prévu quelque chose, il lâche pas comme ça, il veut jamais reconnaître ses erreurs, donc on risque d'avoir des ennuis. Alors, on va écouter un peu, justement, parce que ça est revenu sur le devant de la scène, cette histoire du service national universel que certains journalistes découvrent, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Et là, justement, sur TF1, on va écouter ça, sur TF1, Gaël Gost annonce le projet de Macron, justement, parce qu'il dit le service national universel va peut-être changer. Il a dit qu'il allait changer, Macron. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Alors, on lui a demandé, on lui a posé la question. Voilà ce qu'il a répondu. Emmanuel Macron avait déjà un peu ambiancé les choses lors de ses vœux aux armées au mois de janvier en disant que il fallait revoir la forme du service national universel. Là, il recommence à le dire à la presse quotidienne régionale ce week-end. En fait, on va se diriger, a priori, d'après mes informations, vers une réforme de la journée défense-citoyenneté. Vous savez, cette journée d'appel unique, une seule journée, pour comprendre ce qu'est l'armée. Et cette journée est très décriée par les professionnels de l'armée et aussi par Sébastien Lecornu, qui veut lui donner un autre sens. Comment manier une arme, comment mener une opération de base, comprendre les métiers de l'armée également, et peut-être en faire une journée de promotion pour la réserve. Et c'est là où Emmanuel Macron va aller plus loin sur la réserve. Il veut pas de service militaire obligatoire, il veut pas il veut une armée qui reste professionnelle. Donc ils sont raccord avec François Bayrou et aussi avec Édouard Philippe qui dit pas d'obligatoire dans le service militaire. L'idée, c'est d'augmenter la réserve. Vous avez aujourd'hui un réserviste pour 6 militaires d'active. L'objectif, et c'était dans la loi de programmation militaire qui a été votée en 2023, c'est d'arriver à 1 sur 2, 1 pour 2, un réserviste pour 2 militaires d'active en 2035. Ça veut dire faire un effort colossal. Donc ça veut dire améliorer l'accueil des réservistes, effectivement. Vous avez une réforme, on est passé à l'âge de 72 ans maintenant limite pour être réserviste. Avant, c'était 60 ans. Donc ça a permis d'embarquer plein de personnes qui étaient pré-retraitées ou déjà à la retraite. Vous avez aussi des accords qui sont passés avec les grandes entreprises. AXA, Carrefour, enfin plein d'autres qui ne payent leurs salariés pour s'engager, c'est-à-dire que vous n'avez pas de congé à poser pour effectuer vos 10 jours minimum par an d'engagement dans la réserve. Donc ce qui va se passer, c'est qu'Emmanuel Macron va donner un énorme coup de booster à la réserve pour, aider l'armée professionnelle. Alors on vient d'écouter Gaël Gost qui nous a donné des précisions sur cette fameuse réserve. On en avait entendu parler puisque Macron voulait le faire, il l'avait annoncé aux militaires, mais est-ce que vous étiez au courant, Yves-Jean Gallas, de cette question, ou Edith, est-ce que vous étiez au courant que même dans les entreprises maintenant, pour faire la réserve, on avait droit à un congé payé, bien sûr? Ça existe depuis très longtemps. Il y a un certain nombre d'officiers, notamment, qui, salariés d'une entreprise qui n'est pas une entreprise militaire, ça peut être l'assurance ou autre, disposent de congés, entre guillemets, militaires, un mois par an ou parfois plus pour mais ça moi j'en ai entendu parler depuis
depuis très longtemps, là. Donc c'est une sorte de peut-être de généralisation. Enfin bon, là on connaît pas tous les détails de ce qui est en train de se tramer. Donc manifestement, c'est quelque chose que Macron veut développer. Est-ce qu'il va y arriver? De quelle manière? Évidemment, la question va se poser. Juste pour évoquer de nouveau le SNU, je pense qu'il y a eu une mobilisation contre le SNU extrêmement importante et ça a été un petit peu long à mettre en œuvre, hein, on en était malheureusement témoin, mais il y a eu une mobilisation à la fois des jeunes et des enseignants et des parents. Donc remettre le SNU risque de présenter un certain nombre de difficultés pour le gouvernement. Alors la réserve, on n'est pas dans les mêmes conditions. Je sais pas. Ça paraît très ambitieux. Est-ce qu'il nous réserve, si je puis dire, est-ce qu'il nous annonce un système un peu comme en Suisse? Alors justement, ce qui est prévu, d'après monsieur Sébastien Lecornu, c'est une campagne de communication qui va être lancée dans les écoles pour le recrutement. C'est-à-dire que la fameuse journée ne sera plus simplement une journée d'information, mais sera une journée y compris de maniement des armes et de préparation à l'armée, et qu'à ce moment-là, on accentuera, disons, la campagne de recrutement. Ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, enfin d'après les informations qu'on avait. Je ne l'ai pas faite, moi, la journée, mais d'après les informations que m'avait donné mon petit-fils, bon, il s'était endormi, bon, il savait que les gens faisaient la propagande pour leur métier, comme il n'avait pas envie d'y aller, il n'a même pas écouté, comme la plupart. Bon, c'était pas très grave, ils passaient leur journée, mais maintenant, ça risque d'être une journée beaucoup plus musclée, et on a demandé justement que l'armée intervienne beaucoup plus dans le SNU. C'est effectivement ce qui est un peu annoncé. Attendons. Ouais, ça fait peur, hein, parce que le maniement des armes, il me semble que c'est interdit pour les gens. Vous aviez parlé de maniement des armes. Oui, c'est-à-dire qu'ils doivent monter, démonter les armes. Alors peut-être pas les utiliser, mais au moins se familiariser avec les armes, ce qui se fait d'ailleurs dans plusieurs pays déjà, en Pologne notamment, en Estonie, et dans les écoles. Mais je me demande si en France, il n'y a pas justement une interdiction de toucher les armes de quelque manière que ce soit, jusqu'à combien, 16 ans ou... Enfin, oui, ça c'est pour le droit de l'enfant, disons, de l'ONU. On n'a pas le droit de faire toucher des armes à des enfants, mais enfin, comme on respecte, les pays ne respectent pas toujours. Et c'est pas mal de le rappeler. Oui, parce que c'est quand même dangereux. C'est une escalade quand même. C'est pour préparer vraiment l'opinion publique à une prochaine guerre. Voilà, et même si c'était des armes en plastique ou en bois, je trouve que le symbole reste le même. Voilà, c'est ça. Ça fait peur. Hein. On va faire une petite pause musicale, peut-être, parce que ça va nous permettre de souffler, là, après ce qu'on vient d'entendre. Alors, Frédéric envoie un morceau. Sous les drapeaux, il y a des tombes et des noms gravés, en souvenir des hécatombes, des tas de fleurs fanées. Sous les drapeaux, il y a des foules qui hurlent à la mort, à coups de ballon, à coups de boule, c'est nous les plus forts. Mais moi j'aime par-dessus tout un drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que le clairon les sonne. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. C'est des petites fleurs franchouillardes, même le maréchal s'en servait pour ses cocardes, c'est ça qui me fait mal. Que voulez-vous que je réponde? Ces petites fleurs-là, elles sont d'abord à tout le monde, n'oubliez pas ça. Moi je l'aime par-dessus tout, ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que le clairon les sonne. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Épinglé au revers tendre d'un amour nouveau, le bleu
bleuet vient pour t'apprendre que le monde est beau. La marguerite est une reine en peau de chagrin. En l'effeuillant, on s'entraîne à souffrir demain. Moi je l'aime par-dessus tout, ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que clairon les sonner. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. 3 gouttes de sang, c'est le drame, amour, jalousie. Gentil coquelicot, mesdames, faut payer le prix. Debout sur des barricades, toujours à refaire. Rouge cœur de la grenade, au nez de la misère. Moi je l'aime par-dessus tout, ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que clairon les sonner. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et... Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, vous venez d'entendre cette chanson « Un drapeau de rien du tout » de Michel Bernard. C'est l'émission de Civis Pacem, toutes les semaines le jeudi, présent de l'UPF. Voilà, l'émission continue. Alors l'émission continue avec Édith Boulanger et Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Nous avons parlé bien sûr de pacifisme, mais comme les pacifistes continuent justement à résister, à ne pas se laisser faire, il y a quand même des choses à annoncer. Là par exemple, j'ai vu que dans le comité de Corrèze du Mouvement de la Paix, le 21 mars à Brive, la Gaillarde, dans la salle du Mazot, rue de Selve, Claire et Pascal, qui sont des chanteurs, vont faire une parodie de chansons avec le collectif Non Osnu, justement, le collectif 19 et 87. Maintenant, c'est par les chiffres, je ne sais plus quels sont les départements. Voilà. 19. Voilà. Alors, bon, on essaie de s'en souvenir, on essaie de trouver par rapport à d'autres. Mais donc il y a ceci, il y a aussi au comité Finistère du Mouvement de la Paix, le mardi 1er avril, une éducation à la paix, justement dans le pays Bigourdin. Bigoudin, bah oui, pas Bigourdin, Bigoudin, pardon. Et puis là, je vois aussi, alors bon, il y a toujours l'espace exposition pacifiste à la Maison de la Paix à Saint-Ouen, hein, c'est bien ça, ouais. Qui continue, je crois. Alors, Moumia, l'exposition Moumia est terminée. Il y a une prochaine, dont j'ai oublié le thème, mais il y a une prochaine qui va venir, puisque... il y a peut-être une petite interruption, là, mais pas c'est Guillaume Swish. C'est de l'artiste Guillaume Swish, voilà, qui va... Il y a une exposition toutes les 3 semaines, mais il y a des interruptions. La dernière, c'était Moumia. Ah oui, et Moumia, c'est quand même important de rappeler. Il s'est peut-être... on peut peut-être dire un mot sur ce journaliste américain. Ah oui, parce que c'est le plus vieux prisonnier politique. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Oui, c'est important. D'autant plus qu'il est accusé d'un meurtre dont il s'est toujours déclaré innocent. Et le véritable auteur de ce meurtre s'est dénoncé lui-même il y a un très grand nombre d'années. Il y a 40 ans, oui. Et malgré ça, Moumia est toujours en prison. Il y a un très beau livre qui vient de paraître, d'ailleurs, préfacé par Angela Davis. Alors, c'est un livre avec des dessins de Moumia, de différents artistes, avec un petit texte. Très beau livre qui est, il faut l'avoir au comité de soutien Moumia. Il y a un comité de soutien international de Moumia. Qu'on trouve à Paris ou dans la région. Bon, on trouvera peut-être, on le cherchera. Donc Planète Paix, c'est indiqué, mais je m'en rappelle plus. Regardez sur les moteurs de recherche, on peut le trouver. C'est un très beau livre de gravure. Alors, je signale aussi la réapparition d'un livre qui s'appelle Louis Lecoing et le mouvement anarchiste de Sylvain Garel. Sylvain Garel avait publié, donc c'était le thème de son diplôme, il y a de très nombreuses années, mais il n'est pas si vieux que ça, mais enfin quand même, ça fait au moins plus de 30 ans. Et justement, il avait été conseillé à l'époque par Mépicré pour suivre cet anarchiste, et ça vient d'être réédité aux éditions du Monde Libertaire.
Donc, la semaine prochaine, justement, nous serons avec Sylvain Garel. Et c'est intéressant parce que Sylvain Garel a fait partie du mouvement des écologistes. Et je voudrais aussi lui poser quelques questions sur la position des écologistes actuellement par rapport aux guerres. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux actuellement. Alors, ensuite, il y a un autre livre qui s'appelle « Les réfractaires à la guerre, l'invasion en Ukraine », un livre de Guy Dechêne, qui a été publié donc par l'Observatoire des armements, on peut le trouver là-bas à Lyon, et puis il parle des réfractaires à la guerre d'invasion de l'Ukraine, des civils comme des militaires, de ceux qui sont restés dans leur pays et de ceux qui se sont exilés. Alors ce qui est intéressant, c'est que autant actuellement les réfractaires, les déserteurs russes sont relativement, je dis très relativement, accueillis en France, alors que les déserteurs ukrainiens sont extrêmement mal vus. Et il y a des associations qui essaient de les regrouper. Ils sont ensemble, notamment l'association Taratuta, qui essaie de regrouper justement ces déserteurs, puisqu'il n'y a pas de raison, nous sommes pour les déserteurs, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Enfin, on a des contacts avec ces organisations, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, ou d'autres conflits. Notamment, je pense à la Turquie. Où il y a des problèmes importants. Avec Pinar, Selek, etc. Avec les Kurdes. Oui. Avec les Kurdes. Oui. Est-ce que vous avez d'autres annonces à nous faire? Oui, parce que c'est les 80 ans quand même des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Début août. Donc les 6 et 9 août. 6 et 9 août. Donc il y aura une délégation, on espère très importante. On espère qu'il y aura des jeunes, justement, qui iront au Japon pour commémorer puisque en ce moment, justement, on évoque le parapluie nucléaire, n'est-ce pas, de la dissuasion nucléaire. C'est très actuel, tout ça. Donc, évidemment, nous sommes contre toutes les armes nucléaires. Donc, il y a les 80 ans aussi de l'ONU et de la charte de l'ONU. Nous allons faire un numéro d'ailleurs spécial de Planète Paix, parce qu'on parle beaucoup du Conseil de sécurité de l'ONU, mais on oublie de parler de ces 16 agences qui font un travail qui peut être considéré comme quand même remarquable, notamment l'UNICEF pour les enfants, l'UNESCO pour les sciences, pour l'éducation, les arts. Voilà. Donc, et l'OIT, l'OMS aussi, etc. Donc, il y en a 16. Donc c'est les 80 ans, et quand même les 80 ans aussi de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Yves-Jean, tu peux peut-être annoncer le fait qu'on fera une manifestation le 8 mai. Oui, le 8 mai fait partie des dates que les gouvernements successifs essayent de nous faire oublier. 8 mai 1945. Oui. Puisque à un moment, on a failli perdre cette date a failli perdre le statut de jour férié, bref. Donc pour nous, c'est important de la commémorer, et ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années, c'est de la commémorer avec des pacifistes russes, ukrainiens, ou d'autres anciens pays de l'Union soviétique. C'est-à-dire, ça nous paraît important de rappeler que quand même l'Union soviétique a été sans doute de loin le principal pays ou groupe de pays qui a libéré la France et l'Europe occidentale. Ce qui est totalement scandaleux, c'est que dans la commémoration récente du débarquement en Normandie, les Russes n'aient pas été invités, par exemple. Oui. Enfin bon, bref. Enfin, en tout cas, pour nous, ça nous paraît tout à fait juste d'inviter tout le monde. On n'a pas à faire des choix. Il y a des gens qui ont contribué à vaincre le nazisme, et ça, c'est important, y compris avec des Allemands, d'ailleurs, bien sûr. Donc là, le 8 après-midi, on fait un rassemblement à la place de la République, et ensuite il y a une marche jusqu'au Père-Lachaise pour commémorer les victimes de la guerre, pas très loin, enfin vers pas très loin du mur des Fédérés, etc., etc. Enfin,
Donc ça, et le lendemain, donc on est en train d'organiser un débat justement sur la guerre, enfin sur l'ensemble des conditions de cette guerre, aussi bien en Europe qu'en Extrême-Orient, parce que c'est un ami qui faisait remarquer que 80% des victimes de la Deuxième Guerre mondiale étaient presque à part égale russes ou chinois. On est sur des... Et ça, c'est totalement ignoré. Et je pense que c'est important de les honorer. Parce que ils ont joué une part importante dans la situation. Donc là, le 9, donc soit la matinée, on est en train de... Soit uniquement la matinée à la Bourse du Travail de Paris, soit toute la journée. Donc il y aura un premier débat, un certain nombre d'interventions, mais qui seront suivis par d'autres débats, interventions dans les mois qui suivent. Parce que c'est important justement de démonter tous ces mécanismes de guerre, mais en même temps d'ailleurs de démonter les mécanismes de paix, mais de démonter tous ces mécanismes justement pour qu'on soit plus affûté à répondre à l'ensemble des provocations auxquelles nous sommes soumis depuis un certain temps. Donc là, c'est un projet important. Je voudrais évoquer aussi... L'OTAN. Oui. Comme tous les ans, il y a un sommet de l'OTAN à la fin du mois de juin. Et donc, comme tous les ans, avec un certain nombre de mouvements pacifistes états-uniens, canadiens, anglais, néerlandais, belges, allemands, etc., et bien d'autres. Il ne faut pas que j'oublie les Italiens et les Espagnols. On organise un contre-sommet. Et donc, le contre-sommet aura lieu à La Haye, puisque le sommet a lieu aussi à La Haye, et donc les 21 et 22 juin. Donc, je crois que c'est important. Donc là, on donnera les informations ça de mouvement. Tout n'est pas encore complètement fait, mais il y a déjà une déclaration commune qui a été adoptée cette semaine, donc que l'on va publier et que l'on va diffuser. Je crois que c'est important aussi de montrer... tout à l'heure, Edith a bien évoqué le lien extrêmement étroit qui existe entre les facteurs de guerre et puis les luttes sociales. Se battre, et pour nous, c'est se battre pour pour l'augmentation des armes. Oui, non, pour des conditions de vie meilleures pour les travailleurs. Oui, c'est ça. C'est ce que nous dit d'ailleurs un ami qui nous en visite régulièrement à l'Union pacifiste, un ami de lutte ouvrière, qui justement publie dans son journal. C'est aussi un de ceux qui prennent position contre la livraison d'armes à l'Ukraine, enfin contre cette guerre qui se prolonge, et qui justement remet l'accent aussi sur cette lutte que doivent mener les travailleurs. Alors eux, s'ils veulent faire la révolution. Oui, excusez-moi de mon bégaiement. De manière extrêmement forte, pour nous, au mouvement de la paix, ce qui est important, c'est le lien entre la lutte pour la paix et la lutte pour la justice sociale. Voilà, les deux sont complètement liés. Et donc... tous les appels que les syndicats peuvent faire, et là je crois qu'au mois de mars il y en a 2 qui s'annoncent au moins. Bon, puis samedi prochain. Oui. Donc là, le mouvement de la paix évidemment est très présent. On est présent le 1er mai, etc. Je crois que c'est important de le dire parce que les luttes sociales, les luttes pour la paix sont totalement à mettre ensemble. Alors, je voudrais rajouter quand même quelque chose, parce qu'on a parlé du 8 mai 1945, mais il ne faut quand même pas oublier aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a avec l'Algérie, que le 8 mai 1945, il y a eu aussi un massacre à Sétif. Et dans d'autres villes, d'ailleurs, que Sétif. Et dans beaucoup d'autres villes aussi. Et justement, il y a un message qui a été lancé par Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est relayé maintenant sur la toile. Et notamment aussi, il va y avoir une réunion à Nanterre à ce sujet,
Parce qu'il ne faut jamais oublier aussi que le 8 mai 1945, pendant qu'on fêtait en France, on massacrait aussi en Algérie. Et quand on connaît aujourd'hui les problèmes qu'on nous crée avec l'Algérie, que nous a créé Macron, encore une fois de plus, qui font monter la tension, c'est quand même extrêmement désagréable et dangereux de voir ce qui se passe. D'ailleurs, hier, on était justement à l'hôtel de ville pour une réunion de Paris pour dénoncer que l'État français reconnaisse la torture qui provient de lui, la torture qu'il a infligée aux Algériens. Et qui a été organisée par le gouvernement français de longue date dans la suite de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine. Voilà, donc là, il y a un certain nombre de témoignages extrêmement précis sur cette affaire. Je crois que ça a été bien documenté maintenant, ces problèmes de la torture. Donc on demande la reconnaissance de l'État français. Et qui était même pratiqué bien avant la guerre d'Algérie. Pendant toute la colonisation, on pratiquait la torture régulièrement. Voilà, mais ça a été exporté, n'est-ce pas? Ça a été exporté. En Argentine. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Voilà, on a eu des instructeurs français, on aurait préféré qu'ils enseignent autre chose. L'éducation à la paix. Bon, alors il me reste maintenant à remercier Édith Boulanger et Yves Jean du mouvement de la paix qui sont venus nous soutenir dans le pacifisme. Bon, je vous remercie. Un petit mot pour la Palestine. Un petit mot, Édith. Pour la Palestine, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Oui. Donc, évidemment, tous nos comités travaillent effectivement pour... Absolument. C'est-à-dire que avec les Palestiniens aussi, n'est-ce pas? Le génocide continue sous nos yeux, et ce qui était absolument étonnant, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est extrêmement documenté tous les soirs. Et là, M. Netanyahou a repris les bombardements, ce qui est une horreur absolue, et qu'on espère, bien sûr, que peut-on dire? Il faudrait quand même que les grandes puissances commencent à agir. Bon, ils ont le feu vert de Trump, qui les encourage même à carrément vider la bande de Gaza pour en faire une Riviera, d'après ce qu'il a prévu. Enfin, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et rien n'est respecté. Alors, on parlait de l'ONU, mais alors là, c'est catastrophique. Et un petit peu aussi pour la RDC qu'on oublie. Je sais qu'il y a plus de 50 conflits dans le monde dont on parle trop peu, mais franchement, le sud Kivu et le nord Kivu, l'est de la RDC... Alors là, il faudra qu'on refasse voilà. Une émission. Je voulais quand même un petit mot pour les Congolais. Absolument, sur le Rwanda, et les armées du Rwanda qui ont été maintenant... qui ont envahi. Bon, alors nous arrivons à la fin et nous vous remercions. On termine avec une musique que Frédéric va choisir. Parmi les petits pantins qui se croient importants, rêvant un jour d'être tout-puissant, on prend naturellement les moins intelligents et on en fait des petits sergents. Ils seront vêtus d'un bel uniforme élégant, couleur cacadois le plus souvent, et porteront les galons comme des ornements. C'est ainsi qu'on devient séduisant. Tous ces militaires aigris complotent des folies, en général sous un grand képi. Que ces gens naissent ici ou dans d'autres pays, il est d'une évidence établie qu'ils aiment la guerre et pas beaucoup la poésie, préférant la bière aux fantaisies, aux rêveries des enfants qu'ils invitent pourtant à imiter les petits sergents. Ne nous moquons pas bêtement de ces pauvres gens, ils n'ont déjà pas beaucoup d'amis. Ménageons tantôt les sots et tantôt les méchants, pour éviter les emmerderies. Comme le chien danse en viennent les petits sergents, poussés dans tous les gouvernements. Même à l'école on attend de nouveaux enseignants, spécialisés dans les armements. Les petits sergents et les maréchaux des logis ne connaîtront jamais le paradis, où l'on fait pousser des fleurs pour mettre à leur fusil, et des mots d'amour aussi. Ils vivent entre eux, cirant les bottes des messieurs, qui sont bien au chaud, ça c'est pas beau.
Quand ils nous imposeront un silence pesant, certains vont mourir d'étouffement. Les petits sergents depuis des centaines d'années ont choisi le plus dur des métiers. Il n'est pas toujours évident d'aller commander aux braves gens de s'entretuer. Mais sans ces messieurs, que serait l'ordre du pays? Certains parlent déjà d'anarchie. Laissons les petits sergents bercer tranquillement au doux son du canon les enfants. Laissons les petits sergents bercer tranquillement au doux son du canon les enfants.